le mercredi combien, cher invité? Bonne question. Non, mais je suis en vacances, donc du coup, moi je sais pas les jours ne passent plus pour moi. Voilà, on est mercredi, nous sommes le mercredi. On va retrouver quelle date on est, on va retrouver. Nous sommes le 8 novembre. Nous sommes le 8 novembre, ça y est, nous sommes en direct sur Facebook. Hola, bonjour à toutes et à tous, c'est le Frantuguais Mag numéro 57. Aujourd'hui, je suis avec un invité qui est en vacances, c'est bien ça? Oui, exactement. Génial, merci beaucoup d'être venu nous voir. Nous sommes aussi en direct. C'est parti sur Instagram, voilà. Donc c'est un bonheur maintenant de vous retrouver aussi bien sur Facebook que sur Instagram. C'est la nouveauté. Maintenant, depuis quelques semaines, le Frantuguais Mag est diffusé aussi bien sur Facebook que sur Instagram, en direct, la même émission. Et puis, du coup, ça permet de venir à la rencontre de beaucoup plus de public, ce qui est génial. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder l'émission. Depuis qu'on est passé au mercredi, voilà, vous êtes là aussi nombreux. Vous répondez présents. Merci de tout mon cœur. Il y a déjà Philou Cerdeira qui vient de rejoindre le live. Franck Alves aussi sur Instagram. Sur Facebook, vous êtes déjà 19. C'est génial. C'est le Frantuguais Mag numéro 57. Je suis avec un invité qui est en vacances, mais qui m'a fait le plaisir d'être ici, de venir me rejoindre. J'espère que vous entendez bien, que vous nous entendez bien, que le mouvement de nos lèvres correspond bien au son que vous entendez. Vous pouvez nous dire où est-ce que vous êtes et surtout, avant toute chose, de nous dire si vous entendez bien et si vous nous voyez bien. Hola, Zali, comment vas-tu? Salut. Il y a de plus en plus de monde qui nous rejoint. Jean-Paul Rodrigues. Hola, José Cruz, comédien humoriste. Hola, Jean-Paul Rodrigues. Je crois que tu es à Porto, Jean-Paul, si je me souviens bien. Tu connais Porto? Oui, très bien. Tu y as été plusieurs fois? Oui, j'ai été plusieurs fois vu que je suis du nord du Portugal. Donc Porto, c'est là où j'atterris pour après aller dans la plus belle ville du monde. Je voudrais rappeler ici... Attention, on va pas perdre la moitié du public. La plus belle ville du monde pour moi. Bon, je vais essayer de restreindre. Viana do Castelo. Ai, Jesus, és de Viana. Claro. Viana, a Romaria, a melhor Romaria de Portugal. Iremos a Viana. É amar e ficar. É verdade. Bon, eu acabei por sair, mas... Mais tu es venu ici et tu vas nous raconter. Alors, on a déjà plein de monde. Alors, apparemment, oui, on entend bien. Maria Candida Abreu, bon dia de Toulouse. Hola, Toulouse, où je serai le 8 décembre. Et ça y est, il ne reste plus que quelques petites places. Je crois qu'il reste 6-8 places pour la représentation de Toulouse. Ça va être juste génial. Eugène Teixeira Coccinelle. Hola, depuis Paris. Hola, des studios du Frantuguais Mag. Et il y a aussi Hollande, il y a ça. Oh là là, Hollande, comment ça va? Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à regarder l'émission dans plein de pays. Et ça, c'est juste génial. Aujourd'hui, est-ce qu'on va battre le record des fameux 25 pays? Évidemment. Parce que vous allez découvrir au fur et à mesure qui est mon invité, mais toi et l'international, tu connais? Oui, très bien. Ah, c'est un indice. Vous avez peut-être pu regarder déjà un petit peu qui je reçois aujourd'hui. C'est monsieur Marco Martins. Applaudissements. Merci. On n'a pas encore les bruits sonores et tout. Comment ça va, Marco? Écoute, ça va très bien et toi? Moi, ça va super bien. J'étais en vacances la semaine dernière. J'ai pris quelques jours et là, je suis revenu et c'est un bonheur. C'est un bonheur de te retrouver parce que ça fait longtemps qu'on essaie de la faire, cette émission. Oui, ça fait un moment. Mais après, on a des emplois du temps chargés. C'est ça le... Mais je crois que toi, tu as un emploi du temps encore plus chargé que le mien. Non. Si. Non. Si. Non, c'est toi qui as l'emploi du temps le plus chargé. T'as toutes les dates complètes. Les gens veulent te voir en spectacle. Moi, on veut pas me voir en spectacle. Oui, mais toi, on t'entend. Écoute, voilà. Ah. Il y en a peut-être qui connaissent mon invité du jour, Olivier de Saint-Auge. Hola, de Saliès du Béarn. Oh, donc ça, c'est le sud. Hola, Olivier. Il y a qui d'autre? Coimbra aussi. Coimbra. Oh, mais c'est génial, il y a des gens d'un peu partout. Il a fait un super livre sur CR7, voilà. Exactement. Tu es connu. Exactement, le livre sur CR7. Le livre sur CR7, on va en parler. Marco, je vais présenter rapidement, tu me dis si je me trompe. Il y a aussi Nils qui nous dit bonjour de Lisboa. Alors, Lisboa, je crois qu'elle a beaucoup aimé l'introduction où tu dis que le Nord, la plus belle ville du monde. Oui. Très bien, je suis tout à fait d'accord avec tout le monde qui aime le Nord. Mais on aime le Portugal dans son entièreté. Et puis la France aussi. Également. Oui, regarde, il y a Pascal de Bayonne. Bayonne, j'y suis jamais allé. Mais par contre, Le Mans, oui. De Chris, j'ai déjà été à Le Mans. C'est très sympathique aussi. Tarbes, tu as été? Non, Toulouse, durant la Coupe du Monde de rugby. Ah
Ah, mais voilà, on va parler de tout ça. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais depuis longtemps. Une bonne dizaine, quinzaine d'années. Environ, oui, ça fait longtemps. Ouais. Parce que une de mes toutes premières interviews, quand j'ai commencé mon spectacle Hola, c'était lorsque tu étais journaliste au journal Record. Oui, en effet. C'était ça. C'est un de mes débuts au journal Record. C'était il y a quelques semaines. C'était il y a longtemps. J'ai commencé pour le Record il y a environ 15 ans. Alors, on va parler de tout ça. Mon ami est passionné de football, de sport en général, mais pas que. Mais du coup, c'est devenu ta profession. Oui. Ta passion qui est devenue ta profession. Et moi, je t'ai vu évoluer professionnellement, puisque si on devait faire Voilà, tu as commencé à Record, tu étais journaliste, donc tu écrivais pour la presse écrite, journal Record, et aujourd'hui, voilà, tu vas nous raconter un peu le parcours, le reste, cette passion, à cheval entre la France et le Portugal, puisque, voilà, mais du coup, aujourd'hui, tu es sur RFI. Radio France Internationale, donc une radio française, mais je travaille en portugais. Voilà, et les gens t'entendent dans le monde entier. Oui, exactement. Et moi, je trouve ça juste incroyable, ce parcours, puisque moi, je venais de commencer là. Toi, tu étais à Record. Record qui, je crois, aujourd'hui a fermé. Ou est toujours existe toujours le journal? Record existe toujours au Portugal. Il y a toujours les 3 quotidiens sportifs qui sont A Bola, Record et O Jogo. D'accord, mais moi je trouve qu'il n'y a que A Bola qui est bien. Alors en fait, il n'y a que Record qui est bien. C'est la dispute à chaque fois. A Bola, c'est Benfica, c'est ça. Record et au Sporting? C'est les deux. C'est plus, non, en plus, on va dire que tout le monde est un peu tout le monde. Mais c'est vrai que si on voit les tendances, en tout cas des couvertures, des principales couvertures des journaux, c'est vrai qu'A-Bola a une tendance à être plus sur des couvertures de Benfica, un peu de Sporting, très peu de Porto. Record, c'est plus Sporting. Même quand Benfica. Ils sont champions? Si, quand ils sont champions, évidemment. Et il y a O Jogo, le dernier, qui fait pratiquement que ses couvertures sur Porto, qui est plus vendu entre guillemets dans le Nord. Et ça, c'est incroyable parce que ça, c'est typiquement portugais. C'est-à-dire, les 3 journaux sont supposés être 3 journaux nationaux, mais on sent quand même qu'il y a... c'est les pays latins. C'est les pays latins parce que, par exemple, l'Espagne, il y a Marca et AS qui sont plus connotés Real Madrid. Mm-hmm. Il y a Mundo Deportivo et Sport qui sont plus connotés Catalogne, donc le FC Barcelone. Et en France, non. Il y a l'équipe et c'est tout. En France, il y a je pense que c'était une vingtaine d'années, il y a d'autres journaux qui ont essayé de s'insérer, comme Aujourd'hui Sport et le 10 Sport. Aujourd'hui Sport est mort au bout de peut-être 6 mois. Ça n'a pas fonctionné. Oui. Et le 10 Sport continue, mais est hebdomadaire. D'accord. On va parler de tout ça parce que moi aussi, vous le savez, j'en parle dans le spectacle, j'ai une passion foot, sport aussi en général, parce que tu couvres plein d'autres événements aussi. On va en parler. Il y a Renato Foreta qui nous fait un petit coucou de Bretagne. Hola. Alors tu me dis, il faut venir en Bretagne. Alors, petite info, c'est prévu. Rendez-vous en tout début 2025 pour un très grand festival d'humour qui est organisé chaque année depuis maintenant 3 ans. Et rendez-vous du côté de Rennes, dans une grande et belle salle, en janvier 2025. Bientôt, vous aurez tout plein d'infos, tout plein de dates. Il y a Olga Rodrigues qui marque sa passion pour le Benfica. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu aussi tout le temps. Cette passion chez les hommes, chez les femmes. Et du coup, j'en profite pour dire et pour saluer la passion qui se développe maintenant pour le football féminin. Exactement. Le Portugal a en tout cas des bons résultats, essaie de performer. En tout cas, des résultats qui montent de plus en plus. Oui. Puisque le foot féminin au Portugal par rapport à la France, il est encore un peu en retard. Non, il n'y a pas vraiment de... Il monte. C'est pas professionnel, contrairement à la France. Il y a combien de clubs professionnels quand même féminins au Portugal? Il y en a, Benfica maintenant. Il n'y en a aucun qui soit concrètement professionnel, en structure. Mais ils sont considérés comme professionnels, comme Benfica, Sporting Clube de Portugal et Sporting de Braga, qui ont des joueuses qui gagnent un salaire qui est plutôt... on va dire qu'il est plutôt confortable au Portugal et on peut les considérer comme étant professionnels. Mais officiellement, c'est pas vraiment un championnat professionnel. Parce le championnat en lui-même n'est pas professionnel. Voilà. On a des équipes comme Valadares Gaia, comme Damaiense, comme Lanque Vilaverdense, qui ont des joueuses qui, évidemment, gagnent un salaire, mais on peut pas considérer que ce soit vraiment tout le championnat professionnel. Moi, je trouve que le football féminin portugais, mais aussi français,
D'une manière générale, il est de plus en plus plaisant à voir et je dirais même impressionnant. Et par rapport à certains matchs masculins, moi, de plus en plus, je préfère regarder certains matchs féminins qui sont plus techniques. Les joueuses, quand elles tombent, elles se relèvent. Elles prennent des coups, elles se mettent des coups, elles serrent la main. J'ai l'impression qu'il y a encore dans le football féminin, finalement, cet esprit qu'on retrouve encore un peu dans le rugby, où ça a l'air, ok, on se met des coups, on est là pour gagner, mais à la fin, le match est fini et point barre, quoi. Donc, qu'est-ce que tu veux dire par rapport au masculin? C'est-à-dire, toi, tu as couvert la Coupe du Monde féminine. Oui, tout à fait. Et comment ça, c'était la première Coupe du Monde féminine que tu couvrais? C'était la première Coupe du Monde sur place, en tout cas, que je faisais. Parce qu'on a une star. Monsieur se déplace pour couvrir les événements sportifs. Ouais, c'est mieux pour de se déplacer. Il y a des gens qui font des commentaires, qui commentent les matchs, mais ils restent dans leur cabine, dans leur pays. Et toi, on va en parler aussi après. Il y a eu la Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde, le dernier Euro aussi. Et moi, quand tu publiais les photos sur tes réseaux sociaux avec voilà la chemise officielle de RFI, dans les gradins journalistes, moi j'étais super content et super fier pour toi. Enfin, je trouvais ça, ce parcours en une dizaine d'années, bravo, félicitations. Merci. Non, c'est vrai que c'est assez incroyable quand on a la chance d'être dans un média comme RFI qui donne l'opportunité en fait de partir dans des pays, de découvrir des pays, de faire découvrir des pays à travers le sport. Je pense qu'il y a rien de mieux. Et c'est vrai que là, cette Coupe du Monde, c'était assez incroyable parce que je suis parti vraiment de l'autre côté du monde. Alors, pour qu'on me voit bien, je suis parti de l'autre côté du monde. Oui. En Nouvelle-Zélande. Donc, c'est près de 23 heures d'avion. Donc, c'était très long, mais pour une expérience assez incroyable pour cette première Coupe du Monde où le Portugal a bien joué et était vraiment à deux doigts. Ça, hein. Oui, à un poteau. Mais oui, cette action de fin de match. Face aux États-Unis, Anna Capietta. Les champions du monde en titre. Oui, c'était les champions du monde en titre. Et qui sont sortis au tour d'après. Ils sont sortis en quart de finale, si je me rappelle bien. C'est le éliminés. Ouais. Soit c'était en huitième, soit c'était en quart. Mais parce qu'après, après on a déconnecté. Après le Portugal, on s'est connecté à la France. Et puis la France a été sortie en quart de finale par un autre pays hôte, qui était l'Australie. Et bon, on est resté un peu orphelin jusqu'à cette victoire espagnole, qui était aussi inédite. Et on espère en fait que le Portugal fasse pareil, parce que l'Espagne est apparue de nulle part. J'entends de nulle part, c'est-à-dire qu'elles n'ont jamais fait podium ni à l'Euro ni à la Coupe du Monde. Et tout d'un coup, elles gagnent la Coupe du Monde. Enfin, c'est comme si, je sais pas, je prends un pays au hasard. C'est comme si le Cameroun, tiens, pour prendre une sélection africaine, c'est comme si le Cameroun arrivait en Coupe du Monde et gagnait la Coupe du Monde, alors qu'ils ont été que jusqu'en quart de finale maximum avec contre l'Angleterre, c'était en Italie. Donc un match litigieux. Voilà, mais comme si eux allaient remporter une Coupe du Monde, même si dans le championnat interne, c'est-à-dire la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont déjà gagné. Oui. Donc c'est encore plus un exploit pour les Espagnols d'avoir réussi ça, mais je me dis que les Portugaises, dans leur évolution, peuvent, pourquoi pas, à la prochaine Coupe du Monde, essayer de remporter. Je crois que la moyenne d'âge de l'équipe, elle est très basse. C'est des générations qui viennent d'arriver maintenant en senior. Et moi, quand je les voyais jouer, du coup, attends, tu peux tenir le micro 2 secondes. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Ah voilà, moi j'étais tellement fier de cette équipe du Portugal féminine et j'avais tellement adoré leur parcours avec leur qualification aussi, parce que elles avaient dû passer les poules, mais après des matchs de barrage, des tours supplémentaires par rapport à d'autres équipes, parce qu'elles avaient pas un indice suffisamment fort. Et je me souviens de ce dernier penalty face au Cameroun. De qui? Non, c'était de Carol qui joue au Benfica. Oui. Et on était tous comme ça. Il restait plus beaucoup de minutes à jouer. Non, c'était vers la fin du match. Elle le met, on est qualifié. Elle le rate, on est éliminé. On reste à la maison. Non, c'était la prolongation. C'était la prolongation. Oui, c'était la prolongation parce qu'il y avait le match nul. Donc ça allait aller en prolongation, mais on sentait quand même que le Cameroun était en train de grandir sur ce match, d'être un peu mieux sur la fin de match, et ce penalty était décisif. Je sais pas s'il y avait eu les prolongations, le Portugal l'aurait emporté. Mais là, il y a eu ce penalty, donc il y a pas débat. Elle le met. Et du coup, moi, je me dis, on est en Coupe du Monde féminine, c'est génial. Et déjà, comment elle jouait la progression en quelques années, je me suis dit, bon, allez, je vais être un fervent supporter et je vais faire des émissions tous les matins. Et à chaque match du Portugal féminin, j'ai suivi, j'en ai parlé, j'ai fait des lives et je me régalais à regarder les matchs. Toi, t'as la chance, en plus, d'aller au stade, de les commenter, de les voir. Et il y a déjà plein de personnes qui t'ont reconnu et qui ont parlé de ce livre avec Cristiano Ronaldo.
Ça, c'était en 2014-2015. C'est ça. Et c'était juste avant la victoire à l'Euro. C'était un moment où déjà le livre il est sorti, où on se disait oh, Ronaldo il a beaucoup gagné, mais Messi avait pris une certaine avance. Et un an ou deux avant, il y a ton livre qui sort sur lui en collaboration avec un autre journaliste, où tu nous parles d'un Cristiano Ronaldo dont on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ou de voir dans les documentaires, à la télé. Ouais, c'est vrai que c'est un débat à chaque fois. Même aujourd'hui, en fait, quand on y regarde bien, Cristiano Ronaldo est toujours quelqu'un qui fait beaucoup parler, en bien, en mal pour certains. Il y a toujours eu ce débat, et peut-être encore aujourd'hui, avec le fait que Messi ait eu le dernier ballon d'or. Il l'a eu Il l'a eu. J'ai pas regardé la cérémonie. Mais on sait jamais. Enfin, je me dis que si Messi a gagné la Coupe du Monde et a reçu le Ballon d'Or, si Cristiano Ronaldo arrive à remporter la prochaine Coupe du Monde, donc en 2026, il aura également le Ballon d'Or. Est-ce que c'est la finalité, avoir le Ballon d'Or? C'est peut-être pas la finalité. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que le Portugal gagne la Coupe du Monde. Ça serait pas mal. La France l'a déjà gagné. Donc, il faudrait laisser la place au Portugal et à Cristiano Ronaldo. Toi, du coup, il y a déjà Olivier dos Santos qui nous dit CR7 est mais forte. N'hésitez pas à partager le Frantuguais Mag sur vos comptes, à l'envoyer à vos amis pour qu'on batte encore une fois le record. La semaine dernière, le Frantuguais Mag 56 avec Sandra a dépassé les 13 000 vues. C'est le record depuis que le Frantuguais Mag est diffusé les mercredis. Merci à vous qui nous regardez sur Facebook, merci à vous qui nous regardez sur Instagram. N'hésitez pas à partager, à envoyer à vos amis pour que l'émission continue à grandir, pour qu'elle voyage de plus en plus et pour qu'on rencontre de plus en plus d'histoires comme ça franco-portugaises sur la double culture, sur des passions, le sport qui devient un métier. Oui, voilà, Antonio Vasconcelos a deviné, c'est monsieur Marco Martins qui me fait le plaisir, l'honneur d'être là. Journaliste à RFI qui couvre les plus grands événements sportifs de la planète aujourd'hui et qui travaille également sur la presse luso-descendante. Il est à RFI, Radio France Internationale, où tu interviens en français, mais aussi des fois en portugais. Surtout en portugais. Surtout en portugais. RFI. Oui, c'est RFI en fait à 17 langues différentes en comptant le français. Et une des langues, c'est RFI portugais. RFI portugais. Donc, je parle en portugais, c'est tout en portugais. Et tu écris, puisqu'après, il y a aussi les articles, puisque c'est RFI qu'on écoute, mais c'est aussi RFI qu'on peut lire sur Internet, sur le site. Évidemment, les podcasts comme pour toi. Donc, c'est le nouveau journalisme aussi. C'est-à-dire qu'on fait de la radio, on fait de la presse écrite, on fait des podcasts et on fait aussi des vidéos quand on peut. Oui, des fois des interviews, évidemment, avec des joueurs, on essaie de les faire, même si les droits télé sont de plus en plus compliqués. Donc, faut faire à chaque fois très attention. Par exemple, à la Coupe du Monde féminine, je n'avais le droit de filmer rien du tout. C'était impossible. Rien. Et pourquoi? Si j'étais dans ma chambre, ou si j'étais dans la rue. Oui, mais c'est-à-dire, lorsque à la fin des matchs, tu faisais les interviews, tu peux rien filmer. Non, impossible, parce que ça, je savais pas. C'est les droits télé, on est considéré comme une radio, ou certains sont considérés comme des sites internet, et donc ils ne peuvent pas filmer, il faut demander une autorisation, donc il faut se déclarer comme étant une télé, ou en tout cas une chaîne de télé, même si elle est sur internet, pour pouvoir filmer, avoir l'autorisation, par exemple de la FIFA, pour filmer. Sinon, on prend l'accréditation et quick, et c'est fini. Ah ok, à ce point-là. Oui. Ah, c'est pour ça qu'en dehors de quelques rares photos, tu ne diffusais rien. Non. C'est vrai que tu es très discret. Très, très, très discret. Pourtant, si on... Ouais, c'est ça aussi qui joue, parce que du coup, si on remonte un peu, voilà, là, tu étais à la Coupe du Monde féminine. On peut déjà annoncer que dans quelques semaines, tu seras en Afrique pour couvrir la CAN. Oui, en Côte d'Ivoire, pour suivre les pays qui parlent portugais. Qui est qualifié en lusophonie? D'ailleurs, on va commencer par un petit quiz. Alors, quels sont les pays qui parlent portugais en Afrique? Alors, Guinée-Bissau. Oui. São Tomé et Príncipe. Oui. Mozambique. Encore un. Angola. Encore un. Et la Guinée équatoriale. Non. Le portugais est la langue officielle. C'est une des langues officielles qui font partie de la CPLP, mais on ne peut pas considérer que ce soit un pays qui soit de langue. C'est pas le... Ok. Alors, c'est je dirais, Cap-Vert. Exactement. Mais oui, ils ont une équipe pas mal. Oui. Et en plus, ils font partie de la francophonie. Et oui. Ils font partie de la francophonie. Et toi, tu les vois... Qui est qualifié? Alors, j'avoue que
4 sur 5. Donc Angola, Mozambique, Guinée-Bissau, Cap-Vert. Et il n'y a que Saint-Thomé et Principe qui n'est pas qualifié Mais pour le cette coup, c'est vraiment voilà, c'est un pays qui n'a pas les structures qu'ont les autres. Non, pas du tout. Et pas autres, le nombre, la population pour ça. avoir des joueurs et une équipe compétitive à ce niveau-là. Plus la population, c'est pas un pays qui a beaucoup d'habitants, donc il faudrait que tous jouent au foot, il faudrait que tous jouent au foot à un certain niveau. Et puis quand on prend certaines sélections comme la Guinée-Bissau ou le Cap-Vert, beaucoup jouent en Europe. Beaucoup jouent au Portugal et ont un autre niveau pour pouvoir aider leur sélection. Des Saint-Thoméens, il n'y en a pas tellement qui sont dans le championnat portugais ou championnat européen, ce qui ne permet pas l'évolution, en tout cas, que cette équipe puisse prétendre à se qualifier. Mais à Saint-Thomé-Principe, il y a quelque chose de très bon, hein, le chocolat. Est-ce qu'il y a une équipe justement de football à la CAN cette année qui fait partie de la lusophonie et qui peut, allez, on va dire gagner ou en tout cas créer une bonne surprise? Le Cap-Vert est une sélection qui grandit. Lors de la dernière CAN, il s'était fait éliminer donc en huitième de finale par le Sénégal, le futur vainqueur. Donc ça montre. Et si je me souviens, c'était un match serré. Oui, ça a fini 2-0, mais bon, c'est sur 2 coups de butoir. Le Cap-Vert qui tenait plutôt bien le score, on pouvait s'attendre peut-être à un match nul ou à une contre-attaque du Cap-Vert, mais bon, le Sénégal avait un tout autre niveau. Et on en avait parlé auparavant, Sadio Mané, qui est peut-être un des meilleurs joueurs et qui en ce moment joue avec un certain... CR7 ? Oui, Cristiano Ronaldo, il me semble, à Al Nasser. Il y a Marie-José Zigne qui nous dit le foot et le chocolat, c'est pas un bon mélange. Mais si, faut juste pas abuser du chocolat. C'est ça, ça peut être un bon mélange. Hein. Mais c'est vrai qu'à Saint-Thomé-Principe, en ce moment, c'est plus le chocolat qui fait fureur, qui était dernièrement présent au Salon du chocolat à Paris. Ah oui. Saint-Thomé-Principe, tous les ans, ils y sont. Et c'est un des stands les plus visités. C'est un des meilleurs chocolats, moi, je trouve. Mais je savais pas, mais je vais aller goûter. C'est fini le salon du chocolat ? Oui, c'est fini. Aïe, Jésus Maria. C'est pour ça qu'on a pris quelques kilos. Hein. Non, moi non, pas du tout. Marco, là donc tu seras à la CAN. T'étais à la Coupe du Monde féminine. T'étais aussi à la Coupe du Monde. La dernière Coupe du Monde. T'étais à la Coupe du Monde en Russie. J'étais pas allé à celle de Russie. C'est un peu plus compliqué. compliqué. Au championnat d'Europe. Oui, alors le championnat d'Europe 2016 qui était en France, le championnat d'Europe 2000, ça s'est passé en 2021, si je me rappelle bien, en Allemagne. C'était décalé à cause de la pandémie. Et quoi d'autre peut-être le prochain également, en Allemagne. Et puis aussi les Jeux Olympiques. Donc là, ça... Les Jeux Olympiques à Paris, ça va être quelque chose d'important, d'incroyable. Ça dépend pour qui. Non, mais sans entrer en polémique, c'est vrai que... En plus, voilà, RFI, vos locaux, c'est juste à côté. Oui. Vous êtes aux portes de Paris. Entre tous les athlètes de la lusophonie, on va dire que là, je pense qu'on ne va pas te voir pendant un mois et demi. Ah, pendant tout le mois, là, je vais travailler tous les jours, hein, à essayer de voir tous les sportifs lusophones, portugais, d'Afrique lusophone, même les Brésiliens. Oui, ça va être la folie, je pense, ici. Il y a John The Black qui nous demande, la CAN, elle sera dans quel pays ? Elle est organisée dans quel pays ? Alors, c'est Côte d'Ivoire. Donc à Abidjan, San Pedro, Boaké, Yamoussoukro et Korogo, les villes. Alors souvent, moi, les gens ils me demandent aussi, je vais te poser du coup la même question. Est-ce que quand on voyage comme ça pour son travail, parce que toi tu voyages dans ces pays pour travailler, est-ce que tu as le temps du coup de te balader, de profiter, de visiter ? C'est plus compliqué. Vraiment, on essaye de prendre une heure ou deux pour essayer quand même d'aller voir pendant nos temps libres, parce qu'évidemment, on va pas travailler 24 heures sur 24. Mais on essaie d'aller, visiter, si on peut visiter quelques petites choses, apprendre quelques petites choses également de la culture culinaire pour ma part, bien souvent, mais également les monuments. Le chocolat, on a compris. Non, pas le... Voilà, ça dépend. Oui, ça peut être le chocolat. Mais on essaye en tout cas de visiter un minimum. En Nouvelle-Zélande, moi, ce que je voulais à tout prix voir, c'était les kiwis. Tu voulais voir les kiwis ? Oui, les kiwis. Tu voulais voir les kiwis ? Les kiwis. Tu les as vus ? J'ai réussi à les voir, mais dans un zoo. Évidemment, c'était un peu plus compliqué de les voir à l'état sauvage. Mais les kiwis qui sont dans une espèce de grotte, tout est sombre parce qu'ils n'aiment pas la lumière. Donc on voit les kiwis. Et c'était presque un rêve d'enfance de voir ça, un kiwi. Donc tu veux dire que ta passion sportive t'a amené à réaliser un rêve d'enfant ? Oui, de voir les kiwis. Maintenant, il me reste à voir les kangourous. Mais bon, ça... Il y a d'autres Coupes du Monde. Tiens, la prochaine Coupe du Monde de rugby.
Eh ben, c'est en Ah, le Australie. rugby, on va en parler Donc, parce que tu si l'as le couverte Portugal aussi. y est, oui, évidemment, j'irai. Et on vient d'avoir un message en portugais, não passeia, trabalha, trabalha, trabalha. Non, mais c'est vrai, hein, en même temps, on peut aller au travail et puis on a des beaux paysages qu'on voit. Par exemple, quand j'étais en Égypte pour la CAN en 2019, je veux dire, quand on sort de l'hôtel et on a les pyramides devant nous, bon, Waouh. bah, on Moi, fait c'est des mon photos rêve. des pyramides Toi, t'as parlé des et kiwis, moi, c'est mon rêve, les pyramides. moi, j'y ai été. Et alors, j'ai vu le Sphinx. Ah! Alors, petite déception, hein. Enfin, le Dis Sphinx, rien, dis petite rien, dis rien, dis déception. rien. Non, dis rien, dis rien, dis rien. Est-ce que, bah voilà, on s'est connus il y a une dizaine, quinzaine d'années. Aujourd'hui, tu as 25 ans. Non, 18 ans plus. Est-ce que comme ce rêve de journalisme et cette passion du sport, tu pensais enfant qu'elle allait t'amener, bah voilà, à faire ses parcours, ses voyages, couvrir ces événements d'une telle importance? Et il y en a encore plein d'autres. On n'a pas tout dit, mais là on a surtout parlé foot parce que on peut aussi après parler de la Coupe du Monde de rugby. Mais est-ce que déjà enfant tu rêvais de ce parcours, de ces voyages, de couvrir ces événements? Alors, tu veux faire confession intime? On peut faire Non, confession mais intime c'est pas parce confession que... intime, t'es pas obligé de pleurer non plus, hein. Mais presque, presque, parce que ça part d'une légère déception. Et alors, je vais peut-être parler à certains, peut-être pas aujourd'hui, parce que les gens n'ont peut-être plus la même, je dirais pas la même éducation, mais les rêves d'enfants ont changé, ont beaucoup changé. Mhm. Mais quand j'étais beaucoup plus jeune, moi, je voulais faire comme pratiquement tous les footballeurs. Et t'en parlais d'ailleurs dans ton spectacle Ola, et ça me touchait un peu plus, on va dire. C'est que moi aussi, je voulais jouer au foot quand j'étais petit. Et mes parents m'ont dit non. Ils m'ont dit, non, tu vas étudier pour faire ou avoir un bon métier. Un vrai Voilà, métier. voilà, un vrai métier. Il fallait être médecin, avocat, policier, enfin un vrai métier, hein, et puis pas travailler nas obras. Parce qu'évidemment c'était le travail de mon dur. papa. Et puis c'était dur, et les parents voulaient, moi je sais que c'était pour le cas pour mon père, il voulait nous éviter un métier dur C'est dans ça. lequel lui souffrait, où c'était pas facile. C'est ça. Et puis ma mère c'était femme de ménage, donc ils voulaient pas un avenir comme ça pour moi. On Et n'a dit ils pas de pensaient cliché, que- parents nas obras, maman femme Ah de bah, ménage. cliché, c'est ma vie. Moi, je peux pas la changer. Et puis, j'en suis fier. Hein. Bah voilà. J'ai Y a pas à en aucun avoir problème honte. avec ça. Donc, moi, je voulais faire footballeur. On m'a dit non, les études d'abord. Le foot, c'est un loisir. Ça payera pas. Bon, bah, Cristiano, il a le même âge que moi. Oui, on est tous les deux nés en 85, donc j'aurais peut-être pu avoir son avenir là et être à Al Nasser en train de gagner des millions, bref. Et moi, je me suis quelque peu révolté. Je me suis dit, eh ben, on m'empêche de faire du foot ou en tout cas de pratiquer ma passion. Bah, je vais faire quelque chose en lien avec le sport. Et l'unique chose que j'ai trouvée, c'était journaliste. Je me suis dit, en étant journaliste, je serais proche des sportifs. Je vais relatar, como on dit en É isso mesmo. português. Podemos falar Relatar também um para bocadinho em les- português, porque está a chegar agora a Márcia Arteiro Martins, que está no norte de Portugal, na região de Trás-os-Montes. Esse sonho de relatar, de finalement mettre aussi en avant les autres, du Oui. coup, mais au travers d'une passion commune, le foot principalement d'après ce que j'ai compris, mais qui s'est vite élargi à d'autres sports. Oui, parce qu'au bout d'un moment, on se rend compte que le football, ce n'est pas tout. Il y a d'autres sports. Il y a des gens qui, des fois, en français, on dit trimer, hein, qui Ouais, triment énormément pour avoir des soutiens, énormément pour faire seulement des Jeux Olympiques, être présent une seule fois, et ils passent des heures et des heures et des heures à travailler. Qu'est-ce que je peux dire comme exemple? Il y a l'escrime, il y a le judo, il y a le tennis de table, des sports qu'on ne parle pas beaucoup, mais dont l'enjeu principal, c'est être présent aux Jeux Olympiques. Et quand je vois un judoka qui y passe des heures et des heures et des heures à se faire balancer d'un côté, à se faire balancer de l'autre, à avoir des blessures aux épaules, aux pieds, enfin à tous les endroits possibles et imaginables, ou à l'escrime, on ne sait jamais, enfin des fois ça peut riper l'épée et puis se faire des blessures. Et ces gens-là, ils gagnent pratiquement zéro. Très peu. Maintenant, on commence à avoir un peu, surtout Il y a dans pas le longtemps, judo. j'ai fait un événement où j'ai présenté une soirée pour soutenir des sportifs qui vont participer aux Jeux Olympiques français, en l'occurrence la voile, dont le camp de base est à Marseille, puisque les épreuves de voile
auront lieu dans la zone de Marseille. Donc, ils s'entraînent là-bas maintenant depuis 2 ans, 3 ans. Et c'est les Jeux Olympiques qu'ils visent depuis tout petit. C'est la compète qu'ils veulent faire. C'est la compète qu'ils veulent gagner. Et à un moment, on parlait salaire, tout ça. Je dis, ouais, mais là, c'est une grosse boîte, là, quand même, qui vous fait ce truc, là, tout ça. Et il me disait, ouais, mais tu sais, José, tout part dans l'organisation, structuration. Diététicien, diététicienne, kinésithérapeute, payer toute l'équipe. En gros, ça me faisait penser au tennisman qui gagne un grand tournoi et qui racontait, bah voilà, moi pourquoi je gagne tout ça, bah c'est pour payer tout le monde et eux aussi. Sauf que eux c'était beaucoup moins et ils me disaient, nous, j'ai à peine de quoi vivre correctement. Et la médaille d'or, en fait, leur apporte pas grand-chose. Ça apporte une notoriété et 50 000 euros. C'est dernièrement, en tout cas, c'est ce que la Fédération internationale donne pour une médaille d'or. C'est 50 000 euros, c'est tout. Après, la personne retourne à sa vie normale. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'anciens sportifs qui en vendent leur médaille d'or pour essayer d'avoir quelque chose de plus. Parce qu'en fait, il faut un travail à côté pour ces sportifs. Et donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit, il faut aussi que je parle d'autres sports, que je parle d'autres personnes, que je raconte des histoires qui peuvent être intéressantes, pas pour moi, mais aussi pour les autres, pour les faire connaître. Donc c'est vrai que ça s'est élargi rapidement à d'autres aspects que seulement le football. Et moi, c'est ce que j'ai aimé aussi. Et du coup, c'est pour ça aussi, je suis vraiment très content. É com muito gosto que te recebo hoje no programa Frontuguês Mag, Magazine, porque estás a defender com o teu trabalho a lusofonia, la double culture, et puis aussi je trouve des sports, des événements qu'on met pas forcément beaucoup en avant. Et puis il y en a un qui est beaucoup mis en avant depuis longtemps en France, c'est le rugby, qui commence à l'être un petit peu maintenant au Portugal, grâce à un esprit que je trouve le foot a perdu, mais qui était l'amusement, l'esprit de camaraderie et le dépassement de soi juste pour le plaisir. J'ai l'impression que l'équipe du Portugal de rugby est arrivée avec tout ça. En fait, toutes les valeurs de base du sport, que toi aussi, du coup, tu aimes mettre en avant. Oui, c'est souvent ça. On voit des personnes qui sont heureuses de pratiquer et qui, du ce coup, sport. ont créé la surprise de folie. Oui, qui ont envie vraiment de pratiquer ce sport. Au départ, en tout cas au début de la Coupe du Monde, quand on parlait avec eux, ils nous disaient, mais en fait, le résultat, on s'en fiche. Nous, on est déjà contents d'être là. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir montrer notre rugby. En plus, cette équipe, elle est de plus en plus... 4000 licenciés uniquement au Portugal, si je me souviens bien des chiffres. Oui, mais elle est vraiment liée avec la France. Ouais. Parce que beaucoup de joueurs de cette équipe sont luso-descendants. Ouais. Donc, c'est presque pas une France bis, C'était mais... nous. Voilà, c'est les Franc-Tugais. C'était nous. C'est les Franc-Tugais. Pratiquement la moitié de l'équipe, et moi, j'ai plein de potes qui ont plus supporté, qui ne sont pas du tout portugais, mais du coup, qui ont supporté presque autant l'équipe du Portugal que l'équipe de France, parce que c'est des fans de rugby, et qu'en fait, ils les voient jouer tous les dimanches et ils les supportent dans leur club tous les dimanches. C'est ça, il y a beaucoup qui sont à Béziers, il y en a eu souvent aussi au Stade Français, il y en a quelques-uns qui représentent même l'équipe de France. Hein. Ouais. Je rappelle Morgan Parra qui a arrêté sa carrière internationale, qui a joué pour l'équipe de France. Là, en ce moment, il a eu quelques critiques évidemment lors de l'élimination, mais Thomas Ramos, qui est d'origine portugaise. Et c'est incroyable le nombre aujourd'hui de sportifs. On parlait que de rugby, que de beaucoup de football, mais ça y est, au rugby aussi, les luso-descendants arrivent au plus haut niveau, même du côté français. Même en gymnastique, dans plein de sports en fait, il y a des luso-descendants qui apparaissent dans le handball, dans le rugby féminin. Il va falloir commencer à en parler aussi. Il y a des Portugaises qui jouent dans le championnat français de rugby féminin. Donc oui, la France commence à être un pourvoyeur de joueurs pour les différentes sélections et aussi le football. On ne peut pas éviter de parler d'Anthony Lopez. Ben oui. Le gardien de Lyon qui va souvent en sélection. Bon, il a eu un peu de mal à se faire une place, mais celui qui a réussi vraiment à prendre une place importante sur le côté gauche de la défense portugaise, c'est tout de même Rafael Guerreiro. Énorme. Champion d'Europe en 2016. Exactement. Formé à Lorient, un des meilleurs centres de formation de France. Formé à Caen tout d'abord. Il a commencé à Caen ? Tout d'abord à Clairefontaine, donc en région parisienne. Après, il part à Caen, puis Lorient, puis le Borussia Dortmund. Et puis maintenant, il est encore monté d'un cran. Il est au Bayern de Munich. C'est quand même un truc de dingue, tous ces parcours aussi. Rafael Guerreiro, si tu nous entends, tu es invité au Frontugues Mag quand tu veux. Il y a Melissa Gomes que j'aimerais inviter.
Melissa Gomes, qui également a décidé de jouer pour le Portugal, qui est passée par Juvisy en région parisienne. Juvisy qui est devenu le Paris. C'est une luso-descendante qui joue au football et qui est professionnelle aujourd'hui. Oui, qui est passée par Bordeaux et maintenant elle est revenue à Reims. Donc il y a aussi des luso-descendantes, beaucoup de luso-descendantes qui sont dans le championnat portugais, championnat français, pardon. Il y a Luna Ribadeira qui est au Paris FC par exemple. Et elle, tu m'as dit, elle va être très forte, elle. Elle va être très forte. C'est une attaquante. Après, il faut voir si elle choisit la France ou le Portugal. Elle a déjà été appelée par les deux. Et pour l'instant, elle joue donc pour les U20, si je ne me trompe pas, françaises. Donc, on espère que pourquoi pas, elle puisse être convaincue par le sélectionneur portugais pour venir représenter la France. Il y a également Charlotte Fernandez à Fleury 91 qui a également représenté les équipes de jeunes françaises et qui, pourquoi pas, pourrait également être appelée. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ton Portugal? Là, on vient de parler de plein d'artistes, luso-descendants, qui des fois se posent la question quel pays représenter parce qu'on a parlé des sportifs qui ont choisi de représenter le Portugal, mais aussi tous ceux qui ont choisi de représenter la France. En l'occurrence, le premier et le plus célèbre champion du monde, Robert Pires, qui était français, mais avec des origines portugaises et aussi un peu espagnoles. Et qui parle le portugais. Muito bem, et qui a fait y jouer finalement en fin de carrière vers Benfica, mais l'Inde payait plus. C'était l'ancien Eldorado. Maintenant, l'Eldorado, il est pas très loin de l'Inde. C'est l'Arabie Saoudite. Ouais, là, tout le monde y va. Toi, du coup, c'est comment ton Portugal? D'où tu viens du Portugal? De quelle région? De quelle ville? Donc, tu nous en parlais un peu déjà en début d'émission. Est-ce du Nord? Exactement. Donc, si on veut être précis, sou d'Arques, que é, vamos dizer assim, bairro de Vila de Punho. Vila de Punho, que está a 10 km de Viana do Castelo. Mais c'est le coin, la région de Sandra, qui est venue la semaine dernière. Bah oui, écoute... C'était même pas prévu. Hein. Les meilleurs. Voilà, les meilleurs. Toi, tu es né là-bas ou tu es né ici? Je suis né là-bas, donc à Viana do Castelo, parce qu'il y avait à l'époque qu'une seule maternité, qui était à Montserrat, l'hôpital de Viana do Castelo. D'ailleurs, tiens, tu veux une anecdote intéressante? Vas-y, bien sûr. Je suis parti renouveler mon passeport et ma carte d'identité. Et la personne qui était en face de moi m'a dit vous êtes né à la maison? Moi, je dis mais non, je suis né dans une maternité en 85. Elle me dit non, mais vous êtes né à la maison. Je dis mais il y avait déjà des hôpitaux en 85. Je suis vraiment né à l'hôpital, à la maternité de Montserrat. Ah bon, d'accord. Donc on veut pas croire que je suis né dans une maternité. Comme si en 85, il n'y avait pas des maternités au Portugal. Bon, c'est juste une petite anecdote. Moi, je suis bien né donc à Montserrat et je suis arrivé en France en 1989. Quel âge tu avais? J'avais 4 ans et demi. 4 ans et demi, ça falava gente en portugais? Oui, on va dire qu'on le balbutie aussi à 4 ans et demi. Ah, 4 ans et demi, ça va déjà. Mais ma plus grande crainte était justement d'apprendre le français. Alors, je ne savais pas comment l'apprendre. Et quid de comment je l'ai appris? C'était plus en allant à l'école, en regardant la télé, en parlant avec mes parents. Donc, ça a commencé à rentrer. Et puis, j'ai réussi à apprendre le français quand j'étais encore tout petit. Et du coup, c'était comment l'arrivée? Tu as des souvenirs de cette rencontre, de l'univers portugais que tu as amené avec toi, et du coup d'arriver, de débarquer à l'école dans la culture française? J'étais où? Paris, région parisienne? C'était région parisienne, mais c'était dur au départ parce que dur. Je suis pas venu à Salto et j'ai pas été dans les bidonvilles de Champigny-sur-Marne. Attention. Mais je pense que c'est un déracinement assez fort, même pour un enfant. C'est-à-dire, autant pour un enfant qui est vraiment très bas âge. Moi, je vois ma fille, elle a 3 ans. Toi, tu me dis, c'est arrivé à 4 ans et demi. Je sais que ça y est, elle a des souvenirs. Elle vit des choses, elle parle, tu me dis, on balbutiait. Non, je pense que tu parlais quand même déjà pas mal quand même, à 4 ans et demi. On a déjà tous les ressentis. Plus timide, hein, donc... On a déjà tous les ressentis. On sait déjà qu'on est en train de construire les souvenirs dont on se souviendra pour certains, peut-être pas tout, mais dans le futur. Et toi, est-ce que tu as des souvenirs de ça, de ces moments?
Oui, parce que c'est la campagne à Villa de Pugne. Donc, j'étais parmi mes grands-parents, ma famille. Il y avait des animaux autour de nous, donc vaches, chèvres, poulets. Donc, on allait les Galinhas assim. voir. On allait leur donner à manger. Dans le On allait nord, s'occuper chez nous, on dit d'eux. vacas. On Avec un dit petit B. exactement. Non, mais en fait, ça s'écrit Bacage. Hein. Si, dans le nord, ça s'écrit comme ça. Hein. D'ailleurs, je viens de Biana do Castelo. Et vamos a Biana. Donc, j'étais à la campagne avec tout ce qu'on a devant nous. On allait manger, je sais pas, tinha as couves, t'avais les oranges à portée de main. Et puis, on arrive en France, dans un appartement. Bon, 30-40 mètres carrés, Ouais. avec 15 étages. Avec Une le tour, froid en novembre, HLM. oui. On arrive en novembre, il fait froid, on nous met dans une école, on arrive, on sait pas quoi dire, on sait pas quoi faire. Donc on est un petit peu perdu, mais j'ai envie de te dire aussi que quand c'est vers 4 ans, 4 ans et demi, on passe rapidement à autre chose parce que on est enfant, donc nous ce qu'on veut c'est jouer. Donc on trouve des camarades à l'école, bon bah on va jouer, hein. Bah oui. Et ça nous fait oublier en fait, pas oublier ce qu'on a vécu, mais en tout cas oublier essa saudade. On se dit bah Ouais. voilà, maintenant c'est ici chez moi, voilà, maintenant je vais construire à partir de là. T'avais de la saudade étant petit de Portugal, do teu Portugal, da tua aldeia. Ah oui, des vacances, oui. Quand je partais en août pendant un mois, le pire moment c'était le retour. À ce point. Ah oui, j'en pleurais. J'en pleurais. Moi, je voulais rester. Moi, je disais à mes parents, mais pourquoi on reste pas? Pourquoi on doit repartir en France? Et on me disait, bah oui, mais la vie fait que, en tout cas, on gagne mieux sa vie à l'époque, et je pense encore aujourd'hui tout de même. On gagne mieux sa vie en France, donc il faut repartir en France. Là-bas, on a un travail. Donc, c'était le pire moment jusqu'à peut-être, mais je sais pas, 10-12 ans. Ouais, quand Je le même. vivais comme une vraie Un séparation, déchirement. un déchirement à la fin du mois. Là, beaucoup moins, parce que quand on est adulte, bah déjà, on peut prendre un billet quand on veut. Hein. Si demain, on veut partir au Portugal, évidemment, il faut que ça soit le week-end, il faut qu'on Presque travaille quand pas, on veut, hein, faut qu'on presque s'en quand on veut. Il y a Célia qui nous fait un bisou, olá, e qui nous dit é normal, por quem vem de pequenas aldeias ou vilas, nasciam em casa. Peut-être aussi par rapport à ce que tu as dit Oui, tout à oui, l'heure, c'est ça. l'interrogation. Moi, du coup, j'avais déjà, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais volto a fazer a pergunta, mais il n'y a pas eu un moment l'envie, quand tu es devenu du coup adulte, de peut-être retourner, de travailler là-bas et de peut-être faire cette passion de journaliste là-bas au Portugal, ou non, du coup, tu t'es dit non, je reste en France finalement, maintenant je suis bien, je reste là. Tu veux parler de mes moments honteux, c'est ça? Non, non, Si, est-ce qu'il y a non, eu la volonté, mais je vais te l'envie? parler de ce moment honteux. Je n'ai pas Mais totalement je sais pas de honte, quoi tu parles. Bah justement, je vais te le raconter. Donc moi, vers 18 ans, j'ai mon bac. Tiens, tu veux une petite anecdote avant rapide? Vas-y. Alors quand je passe mon bac, moi j'avais la carte d'identité portugaise. Elle était grande comme ça et À jaune. l'époque. Donc pour passer mon bac, il fallait donner sa pièce d'identité. Quand j'ai donné ma pièce d'identité, les gens ils m'ont dit mais c'est quoi ça? Bah c'est ma pièce d'identité, je suis portugais. Ah oui, oui, bon, bah vas-y, passe ton bac. Donc j'ai eu mon bac, j'ai pas eu de mention, hein, voilà, Moi, ouais. Bon, bref. Je décide de passer un concours au Portugal. Et pour ceux qui connaissent, il y a uma vaga de 7%, donc il y a des places à hauteur de 7% des personnes qui vont passer leurs examens au Portugal, de lusodescendentes, qui peuvent bénéficier, en tout cas, de ne pas avoir les meilleures notes. Mais en passant 2-3 examens, on avait 7% de places qui nous étaient garanties dans les universités. Donc moi, je pars là-bas. J'avais pas trop étudié le portugais. L'unique manière que j'avais d'apprendre le portugais, c'était en lisant les journaux. Donc, A Bola, Record, principalement. Il y avait pas de site, hein, pour ceux qui sont nés aujourd'hui. On n'avait pas Internet. Voilà, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Et j'arrive là-bas, je prends même des cours de portugais. Et en portugais, je m'en sors plutôt bien. J'ai 10-11, il me semble, sur un examen national quand même. Hein. Bien, Donc 10-11. Sans jamais avoir eu de cours. J'ai eu des cours particuliers pendant 3 semaines à peine. Et je me dis, bah, c'est bon, là, c'est fait. Parce qu'entre-temps, j'avais pris aussi français en examen. Sauf qu'en français, j'ai eu 7. Ah, mince. Donc pour quelqu'un qui vient d'avoir son bac, il part au Portugal. Alors, j'y ai été trop confiant. J'ai vu le thème, j'ai dit bon bah c'est bon, c'est fait, je vais avoir une bonne note. Et en fait, j'ai fait des répétitions. Et le professeur
portugais n'a pas aimé les répétitions. Je disais souvent parce que dans ma synthèse, en fait, j'écrivais parce que ceci, parce que cela, et parce que ceci, et parce que cela. Et il m'a mis une mauvaise note. Donc, j'ai pas réussi à aller. Ben voilà, mais c'est pas grave. Du coup, tu ne restes pas au Portugal finalement. Non, parce que je pouvais repasser les examens, mais là, il y avait plus de 7% avantageux pour les lusodescendants. Quand c'est au rattrapage, il n'y a plus ce 7%. Donc tu te confrontes aux Portugais qui ont 15, 16, 17, 18, 19 de moyenne, parce que alors, au Portugal, surtout en médecine, pour rentrer, aujourd'hui ça va être toujours à peu près la même chose, il fallait avoir entre 19 et 20 de moyenne. Et toi, dans un premier temps, c'est ce vers quoi tu voulais aller, médecine ? Non, mais je te donne juste un exemple voilà. Il faut se confronter aux Portugais qui sont de là-bas quand on n'a plus cet avantage des 7% garantis pour les lusodescendants. Je l'avais finalement entendu parler déjà de ce quota de 7%. Il y a Rita Abreu qui nous fait un coucou de Lisboa. Hola Rita. Du coup, tu reviens en France. Au fur et à mesure, tu passes les échelons dans tout plein de boîtes. Tu travailles aussi à Radio Alpha, qu'on salue. Hola Radio Alpha. Et où tu travailles toujours. Oui, où je fais l'émission du lundi, donc à Tribuna Desportiva. Vous, il n'y a pas de préférence Benfica-Porto, vous parlez de tout le monde et vous parlez beaucoup des joueurs et des entraîneurs et des équipes franciliennes. Oui, on parle de tout le monde. Nous, on est là pour critiquer tout le monde. Non, on donne des bons points quand même, on donne des bons points. Donc oui, en revenant, j'ai eu une grosse déception. On prend un coup de bambou hein, parce je voulais rester au Portugal. Et du coup, je me retrouve à faire des études d'abord de langue. Parce que je me suis dit ce qu'il fallait, c'est avoir une base de portugais. Donc je fais LLCE à Sancier de Banton. D'accord. Donc c'est langue, littérature et civilisation étrangère. En l'occurrence, c'était le portugais. J'ai fait 4 ans de l'LCE pour avoir un master. Donc c'est 4, c'est master. Et ensuite, j'ai fait une année de journalisme dans une école qui m'a intégré directement à la 5e année parce qu'ils ont vu que j'étais trop fort. Non, mais c'est ce que j'ai toujours dit, hein, je valide. Hein. Non, mais c'est surtout que la personne qui m'a auditionné, entre guillemets, à peu près comme ça, auditionné. Elle m'a posé une question, et elle est restée bouche bée par mes réponses. Très bien. Parce qu'en fait, le thème, c'était est-ce que le golf est un sport connu ? Et moi, je lui dis, bah oui, pourquoi ça serait pas connu ? Elle me dit, cite-moi 4 ou 5 golfeurs. J'ai dit, ça c'est facile. Hein. Il y avait Tiger Woods à l'époque, il y avait Ballesteros l'Espagnol, j'en cite 3-4 autres de plus, et elle reste devant moi, bouche bée. Ah ouais, mais en fait, tu t'y connais vraiment ? Je dis, bah oui. Le sport était déjà... Ah oui, déjà à 22 ans, c'est ça, 22 ans. Oui, je buvais. Moi, je prenais le journal, je lisais de bout en bout. L'équipe, record, a ball, c'était de bout en bout. Et je lisais même les courses encadrées, tout. Moi, même les magazines de vélo, les magazines de rugby, moi, je lisais tout de bout en bout. Donc, il y avait tous les petits encas, moi, je lisais. Il y a Manuel Scoreia qui nous fait un gros coucou de Suisse. Alors là, la Suisse. Et du coup, cette passion t'amène à un moment aussi à prendre le stylo et à faire ce livre sur Cristiano Ronaldo. En fait, c'est parti donc de Antoine Greenbaum, celui qui l'a coécrit avec moi, qui me dit écoute, j'ai un projet là. Je me dis il faudrait faire quelque chose sur Cristiano Ronaldo parce que l'image qu'il véhicule et l'image réelle qu'il porte en fait peut être différente. Et je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est un sujet intéressant parce qu'on n'arrêtait pas de le critiquer. C'est vrai que principalement en France, il y avait un peu ces critiques par rapport à lui. Il était entré dans cette période où on le critiquait beaucoup plus qu'à ses débuts, où on l'admirait énormément. Parce que quand il est arrivé au Real Madrid, il a eu... des attitudes où il montrait sa richesse. Et c'est vrai qu'en France, on n'aime pas trop les gens qui montrent un peu à tout va qu'ils ont des... il faut en citer 3. Alors, Lamborghini, Ferrari et Corvette. On n'a pas le droit, pas de pub, c'est le Portugais Mag. On a des devoirs. Voilà, donc il faut tenir les 3. Donc, les gens qui ont des voitures comme ça de luxe, qui montrent qu'ils ont des montres justement incroyables, des maisons incroyables, alors, c'est pas très apprécié. Alors qu'à côté de ça, Cristiano, ça c'est l'image qu'il renvoie, c'est aussi un bouclier quelque part, et puis derrière c'est quelqu'un d'assez simple. J'ai un ami qui avait tenté le coup, qu'on a reçu ici dans l'émission, Flavio, un dessinateur, qui avait tenté en passant les barrières lors d'un rassemblement de l'équipe nationale de passer en douce et d'aller le voir pour faire une dédicace.
Et quand il l'a vu, il l'a pas rejeté. Il s'est arrêté alors qu'il allait passer au déjeuner. Il avait faim et non, il s'est arrêté. Il était avec son assiette. Il a dit non, mais c'est bon, laisse-le passer. Et en fait, Cristiano, on voit plein d'histoires comme ça où c'est quelqu'un en fait de très gentil, très abordable, de généreux aussi. Oui, il essaye à chaque fois. Quand on voit on appelle ça les strikers, donc qui rentrent sur la pelouse pour faire un câlin ou quelque chose avec Cristiano. Cristiano, il dit toujours à la sécurité, bon, laissez-le faire voilà, un abrazo, merci. Bon, bah maintenant tu sors parce que il y a un match quand même. Donc il montre une certaine humanité Oui. que beaucoup ne veulent voyaient pas pas en voir. lui. Voilà. Ne veulent pas voir parce que quand même, il y a pas mal d'exemples où on le Oui. voit. Il essaie de soutenir les enfants malades. Il essaie de soutenir tant qu'il peut l'île de Madère. On se rappelle quand il y a eu les intempéries, et ben il a donné de l'argent à son île parce que c'est son île chérie aussi. Oui. Euh, Qui un jour va finir par s'appeler l'île Cristiano Ronaldo. Il y a déjà l'aéroport, il y a déjà le musée, donc il manque plus grand-chose pour que ça s'appelle l'île Cristiano Ronaldo. Il doit y avoir une avenue aussi, non? Pas encore? Je sais pas s'il y a une avenue, mais en tout cas, c'est vrai que le Madère est très important pour lui. Et puis après, on le voit avec sa famille. Moi, je trouve que souvent, comme il traite les gens, il les traite comme sa famille. On voit que c'est pas quelqu'un qui ne soutient pas sa famille, mais avec des actions. C'est-à-dire que, par exemple, son frère, il va être directeur du musée. Ses sœurs, en tout cas, elles gèrent sa marque de underwear, etc., de chaussures qu'il a. Sa maman, bon, bah, a quand même déjà travaillé. D'ailleurs, elle a travaillé aussi en France. Mais elle s'occupe, par exemple, aussi des enfants quand il y a besoin. Donc, c'est quelqu'un qui va partager beaucoup avec sa famille. On le voit toujours entouré et on parle même de clan. Cristiano Ronaldo. Et c'est pas juste le clan entre lui, sa femme et ses enfants. On voit vraiment souvent toute sa famille autour. Oui. Donc c'est quelqu'un qui partage et qui aime partager avec sa famille, partager avec les gens. Moi, en tout cas, je le vois comme une personne différente par rapport à ce qui nous est renvoyé. Après, qu'il soit peut-être un peu imbu de lui-même. Oui, mais après, toutes les stars le sont. Après, je veux dire, pas. après, je pense qu'arriver à un certain niveau, et notamment dans le sport, on va dire dans l'univers de la compétition poussée à l'extrême. Parce que là, on est sur le foot, mais je me souviens du basket aussi. La rivalité Magic Johnson-Michael Jordan. Après Michael Jordan, Kobe Bryant, mais aussi Shaquille O'Neal. Enfin, ça atteint des paroxysmes. Et à côté, on voit des gens très généreux qui ouvrent des fondations, qui font tout plein de choses. Et en fait, voilà, c'est ça. Et je trouvais que, voilà, le livre, non seulement, c'était un des tout premiers livres sur Cristiano Ronaldo, mais qui parlait, qui montrait, qui essayait de montrer une autre facette. Le vrai, entre guillemets, le vrai côté. Le côté, par exemple, du jour que moi je retiendrai toujours, c'est lorsqu'il a perdu son papa. Quelque chose de très difficile. Après, il a joué. Il a joué, ça a été dur, mais il a été au bout de son investissement pour sa passion, pour son sport et aussi par rapport à son père aussi. Bref, moi je trouvais que voilà, le livre était très bon. Il a eu un joli succès. Vous avez vendu plusieurs milliers d'exemplaires. Toi, du coup, je te voyais celui qui m'avait interviewé alors que moi je jouais dans un petit théâtre. Toi, ta passion, voilà, c'est que tu te lançais vers journaliste. Je me souviens aussi de ce moment où tu as publié le jour où tu as reçu ta carte de journaliste. Tu avais fait une photo? Et j'avais liké, j'avais commenté, je me suis dit bravo. Et je m'étais dit à ce moment-là, si jamais un jour j'ai une émission, je t'inviterai. On fera une émission qui parlera un peu de foot, mais qui parlera de passion, de partage et d'aller au bout de ses rêves. Parce que, comme tu l'as dit, on se rapproche bientôt de la fin de l'émission. Parfois, c'est pas parce qu'on réalise pas un rêve, en l'occurrence toi, le foot, devenir joueur professionnel, que la vie se referme. On peut trouver le moyen d'aller au bout de ce rêve, mais juste d'une autre façon. Et je trouve que ton parcours à ce niveau-là, du coup, il est juste incroyable parce que voilà, on a une dizaine d'années. Aujourd'hui, tu es journaliste à RFI, tu as ta carte de presse, tu es journaliste, tu couvres les plus grands événements du sport. Tu vas couvrir la CAN, tu vas couvrir les Jeux Olympiques à Paris. Et juste pour ça, voilà, ça fait partie des personnes que j'avais envie d'inviter depuis longtemps. On a essayé, on n'y arrivait pas parce que tu es toujours en train de couvrir quelque chose. À relatar, comme tu dis, il faut un grand plaisir et com muito gosto que je t'ai reçu ici pour mettre en avant un métier qui met en avant les autres, qui parle des autres journalistes. Merci d'être venu. Merci, et puis moi aussi, avoir le premier spectacle
Hola. C'était au théâtre Pandora, il était tout petit, il y avait 25 places. C'est ça, mais on voit déjà quelque chose naître et on se dit, ah, là, il y a quelque chose. Hein, tout On de avait même, pris un hein, verre derrière. oui, On avait été au café pour faire l'interview. donc on voit quelqu'un qui grandit, on voit quelqu'un qui prend de plus en plus d'importance, qui crée. Enfin, moi, j'adorerais des fois créer des choses, Bah, tu mais le fais. t'as créé, oui, mais créer un spectacle et après créer une marque. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut le faire non plus, de dire tiens, je vais Non, faut être un peu fou. oui, mais après, quand ça réussit, donc, c'est plus de la folie, c'est du génie. Non, mais je ne suis pas le Cristiano Ronaldo du spectacle non plus. En tout cas, ben voilà, c'était un Franchigema que j'espère que vous avez aimé. Moi, j'ai une passion pour le sport depuis tout petit. J'ai rêvé d'être footballeur. J'ai pas réussi à devenir footballeur. Je me suis cassé une jambe je me suis quasiment cassé la jambe et du coup, j'ai arrêté de jouer au foot pour pouvoir faire du théâtre parce que lorsque je m'étais gravement blessé au foot, bah, je n'avais plus pu jouer au théâtre qui était à l'époque juste une passion, un hobby. Du coup, c'est le théâtre qui a pris la place et ben du coup, il y avait aussi par rapport à toi ce parcours, c'est cette ligne parallèle qui fait que bah il faut jamais abandonner, croire en ses rêves et on sait jamais jusqu'où elle va nous emporter la vie. Donc juste pour ça, bravo. Merci à vous tous d'être venus. José, quand tu marquais un but, ton papa il faisait quoi? Mais j'en ai pas marqué beaucoup, mais quand j'en ai marqué, mon papa, s'il était au bord du terrain, il était encore plus content que moi. Mais c'est véridique. On aurait dit que c'était mon père qui avait marqué. En tout cas, voilà, bah, merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous avez été encore super nombreux. Marco, j'ai vu qu'il y avait plein de questions. Tu vas pouvoir aller après, aller à la rencontre des gens, des commentaires. Petites actualités. La prochaine date, donc dimanche, samedi 11 novembre, le spectacle est complet à Paris. Dans 15 jours, il reste plus que 6 places. Dans 3 semaines, c'est complet. Au mois de décembre, il y a déjà plus beaucoup de places. Donc, n'hésitez pas si vous êtes sur Paris à réserver pour aller voir Portugal, voyage au centre du monde, où on parlera de rêves qui s'accomplissent ou pas. Mais l'important, c'est de ne jamais vivre sans rêve. Et d'abandonner. Et jamais abandonner. Vous retrouverez plein de petits trucs aussi que vous avez entendus aujourd'hui. Pour suivre la tournée, bah, rendez-vous demain, je vais vous annoncer plein de nouvelles dates. En tout cas, il y aura déjà Talence qui s'ajoute, j'ai déjà annoncé. Oxon aussi, donc n'hésitez pas, rendez-vous demain en vidéo. Un petit coucou à Sandra Ferreira avec qui j'ai fait aussi la vidéo la semaine dernière des 5 aliments magiques qui a dépassé les 600 000 vues. Sandra, obrigado. La vidéo cartonne, moi je me suis bien amusé, j'espère que toi aussi, apparemment c'est le cas, on a bien rigolé et puis bah voilà, je pense que ça se voit, la vidéo a dépassé les 600 000 vues tout cumulé, c'est juste génial. Vous pouvez retrouver Marco sur sa page Facebook que je vais identifier, vous pouvez le suivre sur RFI. Je vais laisser le mot de la fin, bien entendu, comme c'est la tradition maintenant dans l'émission. Et n'hésitez pas à aller suivre ses aventures, ses voyages à travers le monde. Si vous êtes comme un passionné de sport, bah, poursuivre tout plein d'événements sportifs avec lui. Et puis, bah, si vous n'avez pas lu le livre, bah, vous pouvez regarder Internet. On peut encore en trouver quelques-uns. Attends, je te le montre. Hein. Je rappelle donc Cristiano Ronaldo, Orgueil, Gloire et Préjugés aux éditions Solar. On peut souvent le trouver. Tu sais, maintenant il y a les Kindle, ce qu'on peut lire sur les tablettes. Voilà, c'est 2014-2015. Il fallait changer la couverture parce qu'il y a une version qui est plus longue que l'autre, qui avait été réactualisée. D'ailleurs, il faudrait peut-être que j'en refasse un autre. Mais peut-être pourquoi pas sur une joueuse de football. Ça serait encore. Moi, je dirais que ça vaudra le coup de faire un jour un livre sur Cristiano Ronaldo le jour où il arrêtera le football, mais je pense qu'il faut attendre encore une trentaine d'années. Oui, là, je pense que oui. Après 2026, oui, il faudra encore attendre quelques années. Tu as le mot de la fin, je te laisse le mot de la fin. Moi, je dis au revoir à tout le monde. N'hésitez pas à aller retrouver le livre, la page de Marc, ou sur Instagram, sur Facebook. Puis, bah, c'est toi qui as le micro, tu as le mot de la fin. Muito obrigado d'avoir accepté mon invitation, d'être venu, et até breve. Obrigado, José Cruz. Até breve. Foi um prazer estar convosco. Acabo em português. Também temos que falar um bocadinho e valorizar a nossa língua. Foi um prazer estar convosco durante esta emissão, porque é uma verdadeira emissão, é uma partilha com o José Cruz, que, como Cristiano Ronaldo, é uma pessoa que tem o seu emprego, mas que ao lado também sabe partilhar com as pessoas, ter momentos, podemos assim dizer, íntimos com elas, em que falamos de coisas íntimas que nunca ou quase raramente falamos em público. Muito obrigado a todos.